Chers passionnés de littérature jeunesse, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le Pépite Café de la fiction junior organisé par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Le Pépite Café, c'est une émission en direct et en public dans laquelle nous vous proposons de rencontrer 4 des 9 membres du jury adolescents. Nous reviendrons dans un premier temps sur les livres de la sélection qu'ils ont découverts, lus et défendus lors de la délibération mardi dernier. Puis nous recevrons l'auteur lauréat de cette édition 2025, Benoît Richter, pour son livre « La jeune fille au crâne » publié chez Nathan. Mais pour le moment, merci d'accueillir les jeunes ici présents autour de la table. Marin, Jeanne, Souheil, Vilma, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis en 5e et j'habite à Montreuil. Bonjour, je m'appelle Souheil, je suis en CM2 et j'habite à Cergy. Bonjour, je m'appelle Marin, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et j'habite à Saint-Maurice. Bonjour, je m'appelle Vilma, je suis en 5e et je vis à Paris. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir la sélection des pépites de la fiction junior. Un démon parmi nous, Thomas Lavacherie. Les découvertes vertes d'Anna Zavatian de Vincent Cuvelier. La jeune fille au crâne de Benoît Richter. Passage du convoi cette nuit d'Anne-Christine Tinel. Le temps du capitaine Brett de Blex Bolex. Respectivement aux éditions Médium à l'école des loisirs, Hélium, Nathan, Coinet Édition et La Partie. Félix, Lucie, Anna, Dina, Hieronymus sont les 5 héroïnes et héros de nos pépites fiction junior de cette année. Ils ont en commun un sentiment qui n'est pas des plus agréables, la solitude. Chacune et chacun, à leur manière, tentent de surmonter cette solitude en se mettant courageusement en chemin vers l'autre et en s'ouvrant au monde. Ces 5 livres magnifiques ne sont pas seulement des livres passionnants à lire, ils sont aussi une immense leçon de vie qui nous donne l'espoir qu'il peut être possible de vivre ensemble, malgré nos différences, dans un monde en paix. Et je vais tout de suite laisser la parole à Marin pour nous parler du livre de Thomas Lavacherie. Je vais vous parler de Un démon parmi nous. C'est l'histoire d'une héroïne baptisée Félix qui, ça va raconter de son enfance jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et ses parents et son oncle vont adopter des jumeaux, un qui s'appelle Félix qui est un enfant exemplaire et un qui s'appelle Oswald qui est plus difficile, plus colérique et tout au long de l'histoire Oswald va empirer et voilà. On les voit grandir en effet, ça se passe à quel moment ce livre ? Ça se passe au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman historique ? Oui. C'est ça ? Ça se passe dans un pays imaginaire, je crois. Oui, la Sylvénie. Et je pense qu'il a tout dit, de l'essentiel, sans spoiler. Vous avez des choses à rajouter sur l'histoire, c'est parfait. Est-ce que toi, tu l'as aimé ? Enfin, c'est celui que tu avais défendu ? Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. Car il y avait le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale. Et Toi, tu penses que c'est important de parler de l'histoire dans les livres, dans les romans ? Oui, ça rajoute des rebondissements intéressants. Et j'ai aussi aimé ce livre car il y avait Oswald qui est un personnage assez mystérieux qu'on connaît, mais une autre partie qu'on ne connaît pas car il est un peu plus mystérieux que les autres. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi c'est important de parler d'histoire et de connaître l'histoire ? Avec un grand H, je veux dire l'histoire, le passé. C'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est important, vous, de connaître ce qui s'est passé avant nous ? Oui, parce que comme ça, après, on peut l'inculquer aux plus petits, enfin l'apprendre aux plus petits. On peut, grâce à ça, du coup, on connaît des choses et quand on va nous en parler,
on ne sera pas perdu à devoir le réapprendre. Emma, tu veux dire quelque chose? Oui, moi je crois que c'est important de connaître l'histoire parce que quand les gens ayant vécu ça seront plus là, on sera les seuls et on devra s'en rappeler et ne pas oublier. Voilà. Moi, je trouve ça important de parler de l'histoire aussi parce que ça peut aussi éviter que ça se reproduise en quelque sorte. Ouais, voilà. Super. Thomas Lavacherie, un démon parmi nous, aux éditions Médium. Vous avez d'autres arguments par rapport à... Enfin, est-ce que vous l'avez aimé? C'était pas votre préféré, mais vous l'avez quand même apprécié? Moi, j'ai bien aimé aussi la place qu'a du coup l'art dans le livre parce que la héroïne, du coup, c'est une peintre et c'est très intéressant le rapport du coup à tout ce qui est artistique dans le livre. Alors, en parlant de peinture, je vous propose de parler du temps du capitaine Brett chez La Partie. C'est de Blex Bolex, qui est un très grand illustrateur, Blex Bolex, qui a une carrière internationale. Alors, peut-être que je te laisse, Vilma, en parler, parce que je sais que toi, tu aimes le dessin, tu en fais. Je trouve qu'il est très bien ce livre parce que à la fois les illustrations sont très, très jolies, avec beaucoup de couleurs et très bien dessinées. Mais aussi que l'histoire, elle est très intéressante, avec des aventures et des personnages très intéressants et originaux. L'histoire, quelqu'un peut nous en parler, peut résumer? Non. Non, ce serait trop long, c'est ça? T'as tendance à beaucoup parler en une phrase. J'allais plutôt donner un commentaire, en fait. C'est que comme c'est un grand dessinateur, il n'a pas mis... Enfin, il y a quelques phrases qui sont des fois remplacées justement par les dessins qu'il a fait à côté. C'est un livre totalement différent des autres, en effet, mais ils ont tous leurs particularités, en fait. On a un roman historique. Blex Bolex, c'est vrai que les dessins sont tellement incroyables que le récit repose essentiellement sur les dessins plus que les mots. Même si les mots, il y a beaucoup de poésie. Tout à l'heure, on a lu la fin, là. Je vous ai lu la petite fin. Petite question. C'est quoi, d'après vous, le temps du capitaine Brett? Marin. Pour moi, ce serait le symbole du choix, quand tu es adolescent, de soit de tourner du mauvais côté et faire des bêtises graves, soit devenir quelqu'un d'honnête. Et Jeanne, tu veux rajouter quelque chose? Pour moi, le temps du capitaine Brett, ça représente surtout le passage de l'enfance en fait à l'âge adulte. Voilà. Vilma? Oui, je suis d'accord, mais je pense surtout que c'est un choix qui s'offre à lui et il doit choisir entre les deux et ça lui mènera où il aura choisi. Voilà. Est-ce que tu t'es senti proche de ce héros? J'ai beaucoup aimé le héros, parce qu'au début il était assez solitaire et parce qu'il était un peu... il est orphelin, mais c'est juste que ses parents sont pas là. Et du coup, il se sent très solitaire. Mais après, il fait une très grande aventure et tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage. Il se retrouve un temps chez son vieil oncle, dans une maison dans laquelle il s'ennuie beaucoup. Et donc, il rencontre le capitaine Brett. Vous avez des choses à rajouter sur ce livre? Non, en fait, on a dit que justement c'était l'adolescence vers le passage à l'âge adulte, mais ce livre il reste quand même très enfantin. Qu'est-ce que tu appelles enfantin? En fait, justement, c'est surtout dans les dessins et dans la description, on dirait plus qu'ils ont 10 ans qu'ils sont prêts à passer à l'âge adulte, quoi. En même temps, ils font quand même des sacrées bêtises, hein. Pour 10 ans, c'est un peu jeune. C'est vrai, mais en fait, je sais pas vraiment. En tout cas, dans les dessins que Blex Bolex a fait, on dirait qu'ils sont vraiment plus petits. Ils n'ont pas du tout l'âge justement pour faire toutes ces bêtises. Ça veut dire que pour toi, le temps du capitaine Brett, tu le ferais lire à des plus petits que votre âge?
Des plus petits qui aiment bien la lecture, quoi. Puisque en plus, il est assez gros, c'est vrai. Je crois que c'est le plus gros là de la collection. Mais justement, il est rapide à lire. Parce que justement, il y a vraiment beaucoup de dessins. Vilma, tu veux rajouter Oui, quelque chose? je suis pas très d'accord. Enfin, je trouve que le livre, que pour un petit, ce serait un peu compliqué pour lui de le lire parce que, enfin, comme on a beaucoup parlé, qu'il y a un choix, mais que je pense pas qu'il comprendrait très bien le choix et la métaphore et tout ça. Enfin, je pense pas qu'il comprendrait aussi bien que quelqu'un d'un peu plus grand. Marin? Tout à l'heure, on parlait des illustrations sur le livre, mais il y avait aussi le papier qui était magnifique Exact. C'est vraiment un très beau livre, un très beau objet, très bel objet. Passage du convoi cette nuit, d'Anne-Christine Tinel. C'est l'été, un car s'arrête au bord d'une route, Dina en descend. Elle va passer ses vacances ici avec sa maman, handicapée, le mot n'est pas vraiment prononcé. Samuel et Solène espionnent cette drôle de famille et vont apprendre à apprivoiser la différence, celle d'une mère en décalage, et l'aider à s'intégrer à ce monde hostile. Alors, c'est encore la particularité de ce livre-là, c'est que c'est un texte de théâtre publié chez Coynet Éditions. Et donc, je pense que vous avez des choses à dire sur ce texte. Moi, j'ai bien aimé ce livre. J'ai trouvé que les personnages, enfin, que deux personnages en particulier étaient un petit peu, comment dire, leur esprit un petit peu décalé par rapport à leur âge. Et sinon, j'ai vraiment bien aimé ce livre. J'ai trouvé que c'est, en fait, j'ai pas l'habitude de lire des pièces de théâtre, et je trouve que elle est pas très, elle est assez facile à lire, mais en ayant une moralité un petit peu plus dure à décrypter. Mais c'est ce que je trouve intéressant, le côté mystérieux de cette pièce est vraiment super, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Les autres? Oui, j'ai trouvé que le vocabulaire, c'était un espèce d'argot, mais en fait, c'était pas le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, quoi. Et à la fin, il y a écrit que justement, il le tire d'un dictionnaire de mots inventés, en fait. C'est soit du français très mal parlé, soit des mots complètement inventés. Alors, un écrivain, un auteur, une autrice, c'est quelqu'un qui va inventer une langue. Et pour le coup, dans ce livre, elle invente totalement un langage, qui est plutôt un langage qu'on dirait enfantin. Mais moi, j'ai vraiment été très, très surprise par ce vocabulaire, par cette logique enfantine qui est énoncée. Enfin, c'est assez impressionnant. Oui, Vilma, tu veux rajouter? Oui, en effet, que le vocabulaire, il est étrange, mais aussi que il est facile à lire, mais que s'il y avait une métaphore dedans, enfin pas trop, mais une histoire à suivre qui était un peu compliquée, que moi j'ai bien aimé, mais c'était pas l'un de mes préférés. Oui, c'est un peu ce qui est revenu, que l'histoire était compliquée en fait, c'est ça? Je tiens à dire que moi, pour le coup, j'ai pas vraiment été, j'ai pas été vraiment happée par la langue imaginaire. En fait, en lisant le livre, j'ai pas trop remarqué le fait qu'il y ait une langue imaginaire. Donc, pour ceux que ça dérange, je trouve que, pour le coup, mon cerveau, il a vraiment fait abstraction de ces mots. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez simple à lire par rapport à ces mots-là. Alors pour revenir aussi sur le fait que l'histoire vous est pas apparue du premier coup aussi, c'est très suggéré, on est dans du théâtre, donc c'est pas du tout les mêmes narrations. Il n'y a pas de narration en fait dans le théâtre, puisqu'en fait dans le théâtre on va comprendre l'histoire qui se trame entre des personnages qui vont dialoguer ensemble. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de comprendre l'histoire d'une pièce de théâtre, mais c'est ça qui est chouette. Elle va être mise en scène, ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est important aussi de lire le théâtre à voix haute, et que ces textes-là existent aussi en livre. Je crois que vous l'avez aussi, parce que quand je vous ai eu en ligne, je vous ai dit peut-être essayer de le lire avec vos parents à voix haute, non? C'est qui a essayé? Je ne sais plus. C'est moi. C'est toi. Et alors ça fait quoi de lire tout fort? Ben justement, en fait, on prend un peu plus part
à l'histoire, on a l'impression justement d'être... Justement, on s'identifie encore un peu plus au personnage en fait. On a vraiment encore plus l'impression justement d'être dans cette histoire. Si on justement fait les paroles à voix haute, voilà. Donc je vous invite à le faire quand vous rentrerez à la maison. On va passer au dernier livre de la sélection, Vincent Cuvélier, Les Découvertes vertes d'Anna Zavatian chez Helium. Les Découvertes vertes, c'est l'histoire d'une petite fille qui est un peu enfermée chez elle. Son père, il est parti en expédition, il est jamais revenu, tout le monde dit qu'il est mort. Et un jour, elle sort pour aller à sa recherche. Alors tu as aimé ce livre? Oui, très bien. Oui. Je l'ai vraiment très apprécié du début à la fin. Puisqu'en fait, il est un peu... il est un peu scientifique. C'est-à-dire, par exemple, il est un peu scientifique et il y a vraiment, en fait, dans l'univers, justement, où se déroule le livre, c'est vraiment inventé. Donc, c'est vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ce livre. Vilma, les autres? Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était l'un de mes préférés parce qu'il y avait des éléments très intéressants et tout. Par exemple, une usine à trous. Usine à trous? Oui, qui construit des trous. Un toutologue qui est spécialiste en tout. Et le fait que quand un papillon meurt, un autre apparaît. Ça, c'est très beau. Il y a toujours le même nombre de papillons sur Terre. Quand il y en a un qui meurt, un autre renaît. Ça, c'est magnifique, cette image. Oui, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Oui. Moi, je pense que Les Découvertes vertes d'Anna Zavatian, je l'aurais conseillé à un enfant un petit peu plus jeune, car il y avait des éléments plus enfantins. Comme, c'est un peu plus classique. L'héroïne est un peu enfermée chez elle et elle s'enfuit, elle doit retrouver quelque chose. C'est très classique, très... Tu l'aurais conseillé à un enfant plus jeune. Alors moi, je l'aurais conseillé à un enfant de 99 ans. Jeanne. C'est juste pour rebondir sur ce que a dit Marin. Je trouve que, en fait, les éléments un petit peu fantastiques qu'on pourrait associer à des enfants, je trouve que c'est assez agréable, enfin, c'est assez chouette et rigolo de lire avec des éléments aussi fantastiques et qui n'existent pas vraiment. Moi, je recommanderais pas un enfant plus jeune parce qu'il y a quand même pas mal de textes à lire et c'est pas le livre le plus court de la sélection, donc je trouve que pour notre âge, c'est bien. Il y a un petit mot qui me manque quand même. On a dit qu'un démon parmi nous, c'était plus l'histoire. Le temps du capitaine Brett, c'est l'illustration, du théâtre. Vincent Cuvélier, ce serait quoi le mot qui vraiment résumerait ce texte-là? La force de ce texte, c'est quoi? Ce serait un peu la découverte, justement. Encore? La science, non. Non, mais l'exploration, quelle émotion vous avez eue quand vous avez lu ce livre? Enfin... L'aventure, un peu, c'est... Oui. Ah, je sais pas. Vilma. Je sais pas comment expliquer, mais je l'ai trouvé un peu nostalgique. Enfin, je sais. Ah, mais c'est incroyable. L'imaginaire. C'est incroyable de vous entendre parce que non mais moi j'ai été pliée de rire tout le livre. C'est de l'humour incroyable. C'est un humour incroyable. Enfin, pour les adultes, c'est génial aussi. Bref, on déborde. C'est super. Ça montre qu'il y a vraiment autant de lecteurs et de lectrices que de livres. On va écouter une petite lecture d'un extrait de La jeune fille au crâne de Benoît Richter, publié chez Nathan. Une lecture de Frédéric Bruyas, accompagnée au violon par Lucien Alfonso. Ça pourrait commencer comme ça. Paysage d'Alsace, c'est l'été. Lucie est en vacances avec ses parents. Elle a bientôt 12 ans. Elle s'ennuie ferme. Elle aurait préféré partir en colo avec des copines. L'Alsace, c'est un peu comme partout ailleurs.
Les paysages défilent devant ses yeux brouillés. Les maisons sont à colombage, mais c'est aussi le cas ailleurs. Sur les places de village, petites fontaines, mais c'est aussi le cas ailleurs. Les villages sont fleuris et celui-ci s'appelle Dambar. Mais c'est un trou paumé fleuri au milieu d'autres trous fleuris, un bourg paumé fleuri sans intérêt. Et d'ailleurs, Lucie déteste les balcons fleuris et les villages fleuris. Arrête de faire la tête et sors de la voiture. Lucie sort de la voiture, mais garde sa tête de cochon, histoire de... Ça grimpe. Il y a une mini-église peinte en blanc au bout du chemin. Ça s'appelle une chapelle, Lucie, enfin quand même. C'est la chapelle Saint-Sébastien. Tu n'entres pas ? Lucie fait quelques pas à l'intérieur. Ça sent la vieille cave pourrie. Il y a des bras en bois peint qui sortent des murs et tiennent des flambeaux sur lesquels sont allumées des ampoules électriques en forme de flammes. Berk. Au fond, un homme nu est percé de flèches. Il a l'air de trouver ça plutôt agréable. Lucie ressort. Vous êtes complètement malade de m'emmener là-dedans. Lucie sort de la chapelle en courant. Un peu plus loin vers le haut, une colline l'appelle. Elle y grimpe et s'installe pour regarder le paysage. Elle lève les yeux lentement, comme elle aime le faire, en commençant par le bout de ses pieds. Son regard se pose sur la route, puis sur la chapelle, puis sur le village, puis monte jusqu'à l'horizon. Plus haut les yeux, Lucie se laisse tomber sur l'herbe et ping! Sa tête a touché quelque chose de dur avec un vilain bruit de poêle à frire. Le choc est rude. Lucie voit passer quelques étoiles filantes en forme de feux d'artifice. Ça lui fait mal jusque dans le ventre, ça lui fait mal jusque dans les doigts de pied. Lucie reste allongée sur le dos, sous ses fesses et son dos, herbes et feuilles. Et aïe, aïe, il y a aussi des orties. Mais sous sa tête, il y a une sorte de petite dalle bétonnée incrustée de carreaux de verre. Si elle tend l'oreille, elle entend que ça ronronne là-dessous. Cette colline cache quelque chose. Nous sommes de retour sur le plateau des Pépites Café et nous avons été rejoints par Benoît Richter. Bonjour Benoît, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Je vais laisser Marin vous poser la première question. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné ? Eh bien, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir et puis c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis content qu'il ait une nouvelle vie et que plein de gens puissent le découvrir. Vilma ? Pourquoi écrire pour les enfants ? Pourquoi écrire pour les enfants Cette histoire-là, en tout cas, elle m'a accompagné vraiment depuis mon enfance, parce que c'est vraiment l'histoire de mon année de 6e. Et donc, naturellement, je crois que je suis très heureux qu'elle soit lue d'abord par des enfants. Voilà. Je l'ai un peu écrite sans trop réfléchir au début, je dois dire, mais voilà. Après, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était un peu un livre pour les enfants, et je suis très content que ce soit le cas. Alors Vilma, elle attaque fort parce qu'elle vous pose la question très précise, mais tu en as une autre, Vilma, aussi, je pense. Où trouvez-vous l'inspiration pour écrire vos histoires ? Eh bien, celle-là, c'est vraiment exactement comme l'extrait qu'on vient de lire. Alors, dans le livre, il y a un petit côté exotique, c'est-à-dire que Lucie arrive dans ce village qu'elle ne connaît pas, mais moi, c'était mon village, en fait, donc je passais les étés là-bas. Et donc je connaissais bien. Voilà, donc dans ce village, il y a effectivement un ossuaire très impressionnant. Et à cette époque-là, ça m'avait fortement impressionné. Et j'ai toujours voulu essayer de comprendre d'où venaient tous ces gens, parce que c'était des gens. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant longtemps.
J'ai cherché un peu des réponses sur qui étaient ces gens. J'ai pas trouvé. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Et puis moi, j'étais pas très doué pour les recherches en bibliothèque à 10 ans, donc 12 ans. Donc quand j'ai commencé à comprendre vraiment qui étaient tous ces gens, j'avais 30 ans. Et voilà, et l'idée d'écrire ce livre est née à ce moment-là. Enfin, un peu plus tard même. Peut-être qu'on va demander à Jeanne de résumer le livre, parce que c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là. Est-ce que tu peux... Parce que je sais aussi, Jeanne, que tu as adoré ce livre, donc c'est intéressant que Benoît Richter puisse t'entendre en parler. Donc ce livre parle d'une jeune fille qui va en vacances en Alsace et qui, dans un ossuaire, en fait, prend un crâne et commence à lui parler et se rend compte que le crâne aussi lui parle. Et donc, elle va commencer à lui poser des questions sur qui il est. En même temps, son année de 6e qui commence, sa vie personnelle et cette histoire de crâne, en fait, d'objet auquel elle parle et cet objet lui répond. Donc, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé aussi, le fait qu'elle rentre en 6e. Ça me rappelle un petit peu ma 6e, donc je trouvais ça vraiment chouette. Et puis, le fait qu'elle ait une histoire, en fait, le fait qu'aussi on entende l'histoire du crâne en même temps qui se confond à l'histoire de cette petite fille qui a envie d'en savoir plus. Et j'ai vraiment trouvé ça génial. Merci. Souheil, Oui. Combien de livres vous avez écrits? Pas tant que ça. Ça dépend de comment on compte, mais j'ai écrit, c'est le 3e, on va dire, roman jeunesse. Et avant, j'ai aussi publié un petit roman adulte. Et puis j'écris beaucoup de poésie, donc j'ai auto-publié énormément de plaquettes de poésie pour offrir à mes amis. Voilà, que je fabrique. Je fabrique beaucoup de petits livres, donc ça fait beaucoup de livres, mais ils ne sont pas dans les librairies, ceux-là. Marin. Comment avez-vous choisi ce scénario? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose, c'est lui qui m'a choisi plutôt. C'est-à-dire, c'était vraiment, je me sentais comme une espèce de responsabilité d'essayer au minimum, je ne pouvais pas leur redonner la vie à tous ces gens, mais je pouvais au minimum essayer de raconter, de comprendre leur histoire et peut-être de la raconter. C'était une manière de les respecter, de leur redonner vie un petit peu. Voilà. On a fait une rencontre avec Nastasia Regani et on avait conclu sur le fait que son livre, comme le mien, c'était un peu un essai d'empathie, de pousser l'empathie jusqu'au dans ces derniers retranchements. Voilà. Pensez-vous que lors de l'écriture, certains auteurs ou certains livres vous ont influencé? Bonne question, celui-là. Probablement. J'ai pas d'idée là par rapport à celui-là, non. Mais j'ai fait une recherche un peu historique pour essayer de comprendre l'histoire un peu de l'Alsace. Mais bon, c'était des livres un peu arides et puis c'était il y a longtemps. Donc moi, j'ai été influencé très fort par plein d'auteurs. Pour la forme, j'étais influencé ici, par contre, pour une influence très consciente sur la forme par un de mes maîtres d'écriture qui s'appelle Jacques Jouet. Et voilà, je lui ai emprunté des éléments formels pour écrire. La forme du plan du livre, un peu. Moi, je pensais aussi à des philosophes, parce que moi, c'est à ça qu'il y a un réel écho avec notamment le crâne de Descartes. Moi, je pensais au crâne de Descartes, qui est au musée d'histoire naturelle. Bon, bref, parce qu'elle entre en dialogue avec elle-même. C'est vraiment le principe de la philosophie. Pardon, Jeanne, tu avais une question. Est-ce qu'il y a de vous dans le personnage de Lucie? Oui, complètement. C'est vraiment, j'essaie de raconter... j'ai vraiment écrit ce livre avec mes souvenirs personnels, donc énormément. Tout est vrai d'une certaine manière. Est-ce que vous avez une relation avec un objet comme elle a une relation avec le crâne? À l'époque,
J'ai vraiment eu l'impression de piquer ce crâne symboliquement, de le poser sur ma table de nuit symboliquement et de discuter avec lui symboliquement. Voilà. Ça aurait été un peu irrévérencieux, donc je l'aurais pas fait. Et puis voilà, en plus c'est pas vraiment accessible en fait. Dans le livre c'est très accessible, mais dans la réalité, j'y suis retourné encore il y a pas très longtemps. Les crânes sont très très loin. Mais quand on est enfant, on a l'impression qu'ils sont là et qu'ils vous disent sauve-moi. Souheil. Est-ce que la région de l'Alsace, c'est une région à laquelle vous êtes à laquelle vous êtes attaché personnellement? Oui, complètement. Justement, quand je réécoutais l'extrait très beau de tout à l'heure, plusieurs personnes m'ont dit « Oh, vous êtes un peu irrévérencieux avec Dans Bac-la-Ville, trop paumé. » Et en fait, évidemment, c'est pour raconter la colère de la jeune fille au début du livre. Parce que moi, j'ai beaucoup ressenti ça quand j'étais jeune, d'être enfant, d'être embarqué comme ça en vacances, obligé de voir des trucs qui sont très beaux et qu'on n'a pas envie, on préférait faire autre chose. Et en fait, dans Bac-la-Ville, c'est un des plus beaux villages du monde. C'est très, très, très beau. Voilà. Donc oui, je suis très attaché à l'Alsace. Vilma. Comment avez-vous eu l'idée qu'il y ait deux parties de la vie de Lucie, partie collège et partie plus personnelle? Eh bien, il y a une partie confrontation réelle qui est vraiment au collège où ça souvenir que c'était pas facile et que ça frotte, ça frite. Et puis il y a la partie cocon où on est chez soi dans sa chambre et où on essaie de remettre les choses en place, de remettre les choses en ordre, de comprendre qui on est, de comprendre où est-ce qu'on va. Et c'est vraiment le moment où on prend conscience qu'on est soi-même. Alors moi, c'est le moment c'est la sensation que j'ai eue à ce moment-là, vraiment à ce moment précis, de comprendre que j'étais moi-même et que j'étais plus l'enfant de mes parents. C'était très bien d'être l'enfant de mes parents, mais il n'y avait pas la même conscience. Et c'est à ce moment-là que je prenais conscience et que je pouvais décider des choses, même si évidemment à cet âge-là on décide pas énormément de choses, mais que c'était moi qui étais aux commandes de ce vaisseau enfantin qui avant était ballotté par les flots un peu. Oui, c'est pas un âge très simple, l'adolescence, Ouais. et puis aussi un moment où on prend conscience de notre finitude et de la mort. Ouais. Est-ce que, moi je rajoute une question, est-ce que, parce que les adultes souvent sont frileux par rapport à ces thèmes graves, ils n'osent pas trop en parler aux enfants, notamment la mort, c'est un thème on n'ose pas trop en parler. Comment vous avez fait pour... Enfin, en même temps, il y a une sorte de décalage assez humoristique finalement, mais comment vous avez appréhendé de parler de ce sujet? J'avais déjà fait, parce que j'avais fait en 98, j'avais fait un spectacle sur la mort pour les enfants, un spectacle de marionnettes. Je me souviens effectivement par rapport à ce que tu dis à l'instant, qu'à un moment donné, il y a un enfant qui était venu voir une des marionnettistes, Emmanuelle, qui était aussi la créatrice des marionnettes, Emmanuelle Trazik, et qui lui disait mais alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce grand-père? Et Emmanuel s'empêtrait un peu, il est parti, etc. Au bout d'un moment, l'enfant comprenait rien à ses explications, il disait ouais, d'accord, j'avais cru qu'il était mort. Donc vous pensez qu'il faut tout dire, qu'on peut tout dire aux enfants? Et là, on s'est dit, en fait, les enfants comprennent quand même, ils sont pas idiots, quoi. Donc ce livre-là, j'avais déjà passé cette épreuve avant, en fait. Donc je pense que j'avais pas peur d'en parler, là. Et en tout cas, félicitations, parce que c'est vraiment un livre très pointu. Et puis, déjà de faire partie de la sélection, je trouve que ça montre aussi l'exigence du Salon du Livre. Et puis, l'exigence des enfants qui ont voté pour lui, c'est chouette. Je laisse Marin, qui trépine d'impatience, de poser sa dernière question. Il a cru que je l'avais oublié. Vas-y, Marin. N'est-ce pas trop difficile d'écrire un livre avec une héroïne fille en tant qu'homme? Eh bien, non, pas du tout. C'est beaucoup plus facile. Je ne devrais pas trop révéler ce secret, mais en fait, très souvent... Alors là, c'est pas le cas. Là, je l'ai écrit tout de suite avec une fille, mais très souvent, j'écris des choses hommes, et puis je les bascule femmes, parce que ça redynamise le récit aussi. Parce que même tout le monde sait que c'est plus difficile pour les filles, en fait, d'une certaine manière.
Et à certains moments. Et donc, si on a une héroïne qui est un héros, on va se dire, ouais, il est fort, etc. Donc, par exemple, j'ai un roman où il y a une série, il y a une bande d'aventuriers, un roman adulte. Et tout le monde se dit, ils sont forts. Et puis d'un coup, j'en fais une bande d'aventurières. Et là, d'un coup, tout le monde se dit, elles sont hyper fortes, etc. Parce qu'on imagine que les difficultés sont plus dures pour les filles. Donc, voilà. Ce qui est vrai, d'une certaine manière. La jeune fille au crâne, Benoît Richter, aux éditions Nathan. Merci beaucoup d'être venu avec nous. On va vous libérer parce que je crois que vous avez des signatures. Donc vous pouvez le retrouver sur le stand de Nathan. Merci à vous pour ces débats passionnants. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 3e Pépite Café autour de la bande dessinée. D'ici là, profitez bien du salon.